Et Stablinski étaient avec lui, donc il n'avait rien à redouter d'eux. En revanche, il avait tout à redouter de Tom Simpson, oui, ça c'est sûr, qui était venu en rival. C'était 2 ans avant sa mort. Il était venu en grand rival avec l'intention de gagner. Donc il n'a pas gagné, mais il était venu avec l'intention de gagner. Donc il y avait une vraie... Puis là, dans une course comme Bordeaux-Paris à l'époque, avec les derniers, l'effet d'équipe joue moins. Bien sûr. Parce que chacun a son abri, profite de son dernier, il a son dernier de secours derrière. Donc l'effet peloton n'existe pas dedans. C'est une course c'était une course extrêmement particulière, si particulière d'ailleurs qu'elle n'existe plus. Il finit par lâcher Simpson et ses commandés d'échappée Voilà. très près de Paris, en fait, du côté du côte de Dourdan. Dans la montée de Dourdan. On est à ouais. 60 ou 70 km de Paris. Oui, dans la montée de Donc, Dourdan. c'est dans les tout derniers ronds de la course. Après, il fait toute la vallée de Chevreuse et il rentre dans Paris par... Arrivé au Parc des Princes. Voilà, arrivé au Parc des Princes et Où il triomphe. Il gagne La le Parc foule des l'acclame. Princes. La légende dit que Gimignani avait mis au point aussi cet exploit sportif pour apporter à Anquetil le supplément d'âme et la popularité qui lui ont toujours fait défaut. Car aujourd'hui, il est entré dans la légende, Oui. il était d'ailleurs peut-être dès le début, mais il n'a jamais été, de son vivant, et du moins dans les premières années de sa carrière de champion, le champion préféré des Français. Il jamais. avait toujours ce petit complexe. Non, jamais. Il était numéro 1, mais pas dans le cœur. Il n'était pas populaire, non. Mais il était trop intelligent pour l'être. C'est un peu le problème de Fignon plus tard. Hein, c'est un coureur qui réfléchissait, qui disait sa vérité, qui était un peu, il faut bien dire aussi, un peu hautain, un peu arrogant, ne serait-ce que par son élégance, qui n'était pas du tout coutumière du peloton. Quand on voit Poulidor, c'est plutôt... Et puis c'était une France qui n'était pas rurale, enfin, qui ne se revendiquait plus comme une France paysanne. Lui, il était gentleman farmer, il coupait les racines du métier de cycliste, il avait un côté urbain. On dit que lorsqu'il est monté, je ne sais pas si c'est un podium, mais lorsqu'on lui remet le bouquet du vainqueur, certains témoins disent avoir aperçu une larme couler sur sa joue. C'est ce qu'on dit, c'est ce que Janine dit, sa femme, son ex-femme. C'est ce qu'elle dit, c'est que ça a été un moment d'émotion réelle pour lui, mais son premier travail était de le cacher. Il aurait tout à fait pu laisser libre cours à son émotion, ce qu'il n'a pas fait. Je crois aussi qu'il fallait composer avec la fatigue. C'était quand même son 9e jour plus une nuit de course avec d'une intensité exceptionnelle. Aujourd'hui, cet exploit-là serait inimaginable pour un champion moderne, ne serait même pas recommandé par son entraîneur, même pour des raisons de communication. Ce genre d'exploit pourrait tout à fait exister aujourd'hui, mais il faut une conjonction d'astres un peu particulière. Il faudrait une course qui finisse et une autre qui commence. Maintenant, il n'y a plus de course de nuit. Donc on ne peut plus imaginer cet enchaînement comme ça, cette espèce de course à l'échalote, on ne peut plus l'imaginer parce que les coureurs enchaînent des étapes qui sont des étapes extrêmement difficiles, ils en enchaînent. Certains, je ne sais pas, Contador cette année a le projet de faire 3 tours dans l'année, ce qui est quand même absolument colossal, et certainement en volume d'effort plus important encore que l'enchaînement de 1965. Pour autant, ça n'aurait pas le même impact. Je dirais presque qu'aujourd'hui, on considérerait ça comme normal. Des gars qui font 50, 60 000 km par an, qui roulent à 50 à l'heure, tranquille. On se dirait presque que c'est... Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout normal. C'était vraiment très, très exceptionnel. C'est la démonstration d'un caractère hors norme. Oui. C'est un jeune cycliste qui, quand il débute dans le peloton professionnel, s'impose rapidement. Il améliore le record de l'heure de Koepke en 56. Il est professionnel depuis 2 ou 3 ans, je crois. Dès 53, il gagne le Grand Prix des Nations. Voilà. Il a 19 ans. Donc il met la barre très haut. Il débarque du monde amateur, il rentre dans sa première course professionnelle, le Grand Prix des Nations, qui à l'époque était un contre-la-montre de plus de 100 km, c'était quelque chose de colossal, et il explose tout le monde, et il leur met, je ne sais pas combien de minutes d'avance. Oui, je sais pas, c'est fracassant. Il fait une entrée monstrueuse dans l'histoire du vélo. Il est le premier à remporter 5 Tours de France, le premier en 57, le dernier en 64. Le Tour de France 61 reste dans les mémoires, puisqu'il tue la course dès la première étape. Il a porté le maillot jaune du début à la fin, c'était sa promesse. Il a défendu. Et il l'a défendu. C'est un tour un peu emmerdant, faut bien le dire aussi. Oui, historiquement. J'avais 2 ans, donc je m'en souviens à peine. Ouais. Moi j'étais un tout petit peu plus vieux, mais je m'en souviens pas non plus. mais l'histoire du vélo veut que ce soit un tour assez ennuyeux parce que précisément, il avait, puisqu'il voulait garder le maillot jaune de la première à la dernière étape.
Il a réussi ce qu'il voulait à la première étape, puisqu'il a pris le maillot jaune. Donc l'affaire était déjà pliée. Et après, il a fait un tour tout en défense. En défense, ouais. Non, il n'a pas fait un tour d'attaque, il a fait un tour de défense. Et donc le tour est un peu ennuyeux. Il y a même eu des coups de gueule de c'est Godet à l'époque, votre prédécesseur à l'équipe, qui était là et qui l'engueulait en disant que c'était vraiment un tour de... Mais qui s'en prend aussi à ses adversaires, mais oui, bien sûr. À qui il reproche de ne pas faire la course, et il titre un édito fameux, les nains de la route. Les nains de la route, pour reprendre l'expression les géants de la route, il la retourne. Et c'est un très bel article d'ailleurs. J'aimais beaucoup lire Godet. Moi, ce que j'aimais dans l'équipe, c'était la hiérarchie des trois. Il y avait Chani, qui était le structuraliste, qui racontait l'étape avec un début, un milieu, une fin, des événements. C'était son ami personnel, très proche. Disons d'ailleurs à la fin de certaines étapes où les journalistes venaient lui poser des questions sur le déroulement de la course, il répondait, si vous voulez tous les détails, demandez à Pierre Chani. Oui, c'est Chani qui par certains côtés racontait et inventait l'étape d'une certaine manière. Et ils étaient en relation très intime. Tous les deux, ils ont même eu des business ensemble. Et donc, ils étaient très très proches, très amis, et Chani avait accès libre à Jacques Anquetil. Il faisait partie de la bande d'Anquetil, qui était un homme de bande. Et donc, il y avait donc l'article de Chani, qui était l'article hyper structuré, etc. Il y avait l'article de Godet, qui était l'article lyrique enthousiaste, avec précisément les nains, les géants, les gouffres, les sommets, les machins, le côté hyper romantique... de la course, de sa course, puisqu'il en était le propriétaire. Il était le propriétaire de la course. Et puis il y avait l'article d'Antoine Blondin, qui lui était les références littéraires, le jeu, très proche aussi d'Anquetil. Bien sûr, copain d'Anquetil, évidemment. Puis très joueur, plein de malice, puis un peu notre alibi. C'est parce qu'il y a eu Blondin que nous, les intellos, on se croit libre de regarder le Tour de France. Sinon, on n'aurait pas droit. Il vous a déculpabilisé, alors. Complètement. Blondin, c'est notre alibi intello. C'est un merveilleux écrivain. Inouï, vraiment. Mort dans l'alcool. Oui. Hélas, pas conservé dans l'alcool. Pas vraiment, non. Détruit par l'alcool, mais c'était un merveilleux écrivain. Et une partie de ses chroniques sportives ont d'ailleurs occulté son œuvre littéraire, mince par ailleurs. Un peu trop. Oui, mais ses romans sont très beaux, l'Europe buissonnière, tous ces romans, un Saint-Jean l'hiver, tout ça, c'est absolument magnifique. Il y a un autre, pas un exploit, mais une anecdote qui montre bien le caractère d'Anquetil, même si Géminiani, son directeur sportif, a dit plus tard qu'on avait un peu surjoué cette situation, c'est celle du Tour de France 64, où il y a quasiment le sommet, la rivalité avec Poulidor. La montée du Puy-de-Dôme. Sacralisée par une photo prise dans le Puy-de-Dôme, où on les voit tous les deux épaule contre épaule, carrément à l'agonie. Elle est là. Les vainqueurs d'étape sont devant, et ils se battront pour la 3e place, et pour l'éventualité de conserver ou d'endosser pour Poulidor le maillot jaune. Anquetil, qui va puiser au plus profond de ses ressources, finit par garder le maillot pour quelques secondes. Mais il paye là, en fait, non pas une défaillance humaine classique, mais quelques excès commis la veille ou les jours précédents. Il y a toujours ça chez Anquetil. Je pense quand même que on a toujours raconté des histoires, le méchoui, du Tourmalet, le machin. Toutes ces histoires où Jacques Anquetil se montre abandonné aux excès de table, aux excès de femmes, aux excès de machin. Toujours dans un contexte comme ça, un petit peu la veille d'une grande étape. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ce voyou, etc. Je pense aussi qu'Anquetil en a énormément joué. D'accord. Et je pense qu'il n'était pas aussi cinglé que ça. Il savait très très bien que ça allait chauffer. Mais en revanche, pour emmerder les autres et précisément déstabiliser Poulidor et quelques autres, il adorait jouer ce personnage-là. Avec ce côté, allez, c'est du travail psychologique. Les gars partaient dire il s'est bourré la gueule hier soir et il est encore là, il va encore nous taper. Et il y avait chez lui, je pense qu'il y avait toute une partie de réalité, de gourmandise, ça c'est sûr, mais il y avait aussi une partie de jeu psychologique, et particulièrement avec Poulidor. Il l'a mené par le bout du museau comme ça pendant toute sa carrière, le pauvre Raymond. Alors on dit aussi qu'à la faveur d'un Tour d'Italie, je ne sais plus lequel, il y a dans le peloton italien un coureur qui s'appelle Polidori,
Oui. Et que Anctil prend en grippe pour des raisons qu'on pourra comprendre, c'est-à-dire la gémilité de nom, un Polidori, il décide que ce Polidori ne doit pas rouler 1 mètre devant le peloton, et il demande à son équipe de le museler sans que le malheureux Polidori comprenne quoi que ce soit ce qui lui arrive. Mais non, le Polidori il comprenait que dalle, c'était un coureur du 2e rang, hein. C'était pas un grand champion. Et chaque fois qu'il essayait de démarrer ou faire quelque chose, tous les équipiers d'Anctil lui sautaient derrière et le ramenaient dans le peloton. Il ne comprenait absolument pas pourquoi il était l'objet d'attention, comme s'il avait été un crack, ou comme s'il avait été copie, par exemple. Et il comprenait pas. Et en fait, c'était parce qu'il s'appelait Polidori et que Anctil ne voulait pas être battu par Polidori. C'était au moment de la rivalité avec Polidori. Enfin, c'est des choses complètement folles, quoi, vraiment. C'est des... Ce caractère, cette ambition, cette volonté de maîtriser aussi le peloton, parce qu'on l'appelle Maître Jacques, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment quelqu'un qui... Il y a mis le prix. Voilà, il met sa grosse main de Aubreau-Normand sur le peloton, il le domine pendant de longues années, il a le plus beau palmarès du cyclisme masculin français. Oui. Hein, il lui manque quelques classiques pour être... Et un titre de champion du monde. Voilà, il n'a jamais été champion du monde, il l'aurait aimé l'être. Il a failli en 66, mais il se bagarre avec Poulidor, il termine 2 et 3e. Il termine 2 et 3, tous les deux, ils se neutralisent, ils terminent 2 et 3, c'est ridicule. Alors qu'ils pouvaient gagner l'un et l'autre. Ah oui, c'est Rudy Alting qui est Donc champion cette année-là. Donc Anctil devait gagner. S'il y avait eu Anctil et Poulidor à l'arrivée, c'était forcément Anctil qui gagnait. Il lui manque un Paris-Roubaix. Il lui manque Paris-Roubaix, il lui manque beaucoup de classiques. Hein. Il en a quelques-unes, mais il lui manque quand même beaucoup de classiques et le titre de champion du monde qu'il n'a jamais obtenu. Ça, c'est sûr. Ça paraît très injuste avec le recul. Oui, c'est très injuste, oui, mais il ne les a pas gagnés. Donc voilà, c'est la vie. Ça paraît, je regardais, lorsque Philippe Moret m'a demandé de préparer le sujet avec vous, je regardais cet hallucinant palmarès qui est trop riche pour que je retienne tous les détails. Et ça paraît inconcevable que ce champion-là ne soit pas devenu champion du monde. Ça paraît inconcevable. Oui, mais lui-même n'en revenait pas. Et il en rêvait. Mais ça ne s'est jamais produit. Ça l'a meurtri, vous pensez que ça l'a meurtri ? Peut-être parce qu'il y avait un 3e larron qui s'appelait en 1966 Lucien Aymar et qui a fait perdre tout le monde. Oh non, pas le championnat du monde. Au Tour de France, c'est vrai. Tour de France, c'est sûr. À la fois Poulidor, non, mais au Tour de France, c'est vrai. Mais je pense vraiment pas au championnat du monde. Je pense que ça s'est vraiment joué sur la volonté de se neutraliser. Avec Poulidor, ils étaient à 500 mètres de la ligne. Hein. Oui. Ils se sont fait. Ils arrivent ensemble. Ils arrivent ensemble et ils se sont fait cravater, mais vraiment comme des mômes, quoi. Vraiment, c'est une course de cadets. Là, ils ont fait une course de cadets ce jour-là. C'était vraiment. Non, c'était pas. Il y a une course magnifique et peut-être son chef-d'œuvre. Vous en parlez dans votre livre. Elle est connue. C'est son Liège-Bastogne-Liège de 66. Où il réduit l'élite du peloton mondial, un Merckx apparent, un Gimondi au fait de sa gloire, quelques sprinteurs allemands, tous les meilleurs de néerlandais. Tous les meilleurs coureurs. Il les fait exploser. Et c'était les meilleurs coureurs du monde de sa génération et de celle à venir. Exactement. Il y avait déjà Merckx dans le peloton, il y avait déjà Felice Gimondi, il y avait déjà vraiment tous les coureurs à venir étaient déjà là. Donc il avait vraiment là, c'est une course charnière entre 2 générations et là il a fait une course exemplaire, une très très grande course. Mais que se passe-t-il ? Eh ben à ce moment-là, arrivées les autorités belges lui demandent de pisser et pour le contrôle antidopage. C'était l'invention du contrôle antidopage, c'était la première fois et il a refusé de pisser. Il ne veut pas s'y soumettre. Voilà, il a refusé et il a toujours dit qu'il se droguait. Donc qu'il se dopait, c'est pas la même chose. Le dopage et la drogue, ça n'a rien à voir en fait. Mais bon, et donc il a toujours dit qu'il prenait des stimulants et il a dit c'est mon métier, je suis professionnel, qu'on m'emmerde pas avec ça. Et donc il a refusé et donc on lui a refusé la victoire. Et il n'est pas au palmarès. Il refait le cours 67, il reprend le record du monde de l'heure à Rivière, un Stéphanois. À Roger Rivière. Qui vous est sûrement très cher, vous qui êtes J'ai connu. Voilà. Donc il prend le record du monde à Rivière, là aussi c'est une action d'orgueil, parce qu'il est à 2 ans de sa retraite, c'est quasiment un vieux champion. Oui, c'est la fin. Il souffre beaucoup, il s'empare de ce record, et la même chose... Contrôle, il ne veut pas. Non. Le record n'est pas homologué. Non, il aura toujours refusé ça. Il ne faut pas oublier que c'est un coureur qui a commencé sa carrière de champion cycliste alors que le dopage n'était pas interdit. Ouais. C'était une pratique qui était une pratique courante, c'était une pratique du peloton et qui ne faisait l'objet d'aucun interdit et qui n'était pas du tout considérée comme négative ou comme
susceptibles de fausser les résultats des courses. Et tout ça, ils le faisaient tous, donc il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais à partir de là, à partir de ce moment-là, la deuxième moitié des années 60, les contrôles s'installent et il faut commencer à tricher. Voilà. Et ça, il n'a jamais voulu. Il faut reconnaître cette qualité-là, ce mérite-là. Il n'a jamais voulu tricher, il n'a jamais voulu mentir et dire non, je ne prends pas d'amphétamine, je ne me drogue pas, je ne veux pas. Non, pas du tout. Il a toujours dit oui, mes fesses sont comme une passoire, je me fais des piqûres de tonédron. Du tonton, comme on l'appelait. Il le dit alors qu'il est en activité. Tout à fait. Oui, il le dit. Il est très, là-dessus, il est très cash. Sur tout ce qui est dopage, argent, tout ça, il est très très cash. Il dit exactement les choses comme il les a vécues ou comme il pense les avoir vécues. Et ça en fait du coup un champion très, très moderne, parce que Anquetil, c'est un palmarès, on l'a vu. C'est aussi une époque. Une époque charnière, c'est une époque charnière pour la France, une époque charnière pour le cyclisme. Oui, c'est l'après-guerre, c'est le renouveau de la France, c'est la reconstruction. C'est le champion de la reconstruction, voilà. Oui, bien sûr, c'est le champion de la reconstruction, c'est le champion de l'ambition, parce que c'est un homme qui avait une très grande ambition financière, je parle. Il aimait les belles bagnoles, il aimait les belles filles, il aimait les belles maisons. Les belles maisons, les châteaux, les machins, il vivait en Ford Thunderbird ou Ford Mustang, il avait des très belles voitures, dès le début de sa carrière. Il y avait Janine qui ressemblait à Martine Carole comme deux gouttes d'eau qui étaient belles à tomber, puis il y a eu toutes les autres. Et puis il y a eu, il avait vraiment énormément un désir d'établissement et social. Il s'est quand même acheté 3 châteaux de suite, là, dont le dernier qui est assez somptueux, avec des hectares et des hectares de terrain tout autour. Il avait des troupeaux de vaches par centaines et par centaines. C'était un homme excessivement riche. Il est devenu très riche. Est-ce que cette rivalité assumée, et parfois délibérément mise en scène par Anquetil lui-même et parfois par Gemignani, quelquefois par Magne et par Poulidor, Antonin Magne étant le directeur sportif qui a accompagné la majeure partie de la carrière de Raymond Poulidor, est-ce que cette rivalité n'est pas aussi finalement une rivalité interne à cette France-là de cette époque, c'est-à-dire la fin d'une ruralité? Poulidor est le champion rural par excellence. Il est fils de fermier très modeste. Tout à fait modeste. Collectionneur de vaches lui aussi. Il en a acheté quelques-unes parce que Raymond Poulidor, il a gagné énormément d'argent. Et Anquetil, c'est l'agriculteur. Son père a été ouvrier maçon, mais pour avoir refusé. Son père faisait des fraises. Voilà, il a élevé. Son père, il était il fait de la culture de fraises. Il faisait du fruit, donc de la fraise qui est fragile. Et Anquetil jeune mettait les fraises en cagette. Il faisait la cueillette et il mettait les fraises en cagette. Donc c'est un milieu paysan différent. Poulidor, c'est Saint-Léonard de Noblat, c'est le revers ouest du Massif central, c'est du dur là. Quand ça pousse pas haut et c'est pas un pays. Anquetil n'a pas d'accent. Non, pas du tout. Anquetil, Poulidor, il a un accent. Poulidor, c'est du terroir. Poulidor, c'est un terroir. C'est la fin d'une France. C'est cette France de terroir. Antonin Magne avec sa blouse et son béret, qui était l'incarnation du français au travail, du français moyen au travail. C'est magnifique de vivre. La gloire n'est jamais où la vertu n'est pas. Ah oui, bien sûr, c'est un instituteur, un instituteur laïque. Voilà, c'était vraiment. Il a été fermier lui-même à Livry-Gargan dans la banlieue parisienne. Il était vraiment. C'est des hommes de principe, mais d'autres principes. Et Anquetil, il a tout fait péter. Puis il a balancé le sacro-saint principe des équipes nationales, des équipes régionales et tout ça. C'est la modernité. C'est lui qui a introduit l'argent et la promotion commerciale avec Gemignani. C'est eux qui ont eu l'idée. L'influence de Gemignani sur Anquetil. Elle était énorme. Sur le deuxième Anquetil, dans la deuxième partie de la carrière d'Anquetil, Gemignani une importance. C'était un coureur combinard. C'était un gueulard. C'était un coureur moyennement sympathique, il faut bien le dire. C'était un grand champion. Très, très grand champion. Mais je parle comme coureur, c'était un coureur un peu truqueur, un petit peu vieille école, un peu d'Anguillaume, les derniers, ça a été cette génération-là. Et il était un peu truqueur. Et Anquetil ne l'aimait pas comme coureur. Il se méfiait énormément de Gemignani, parce que Gemignani lui avait joué des tas de vilains tours dans les courses, il se faisait pousser, il se faisait tirer, il y avait des histoires tout à fait sourdes, et donc Anquetil ne l'aimait pas. Et lorsque Gemignani s'est arrêté de faire la course, il est devenu entraîneur, directeur sportif, et il est devenu le directeur sportif d'Anquetil,
ça ne s'est pas fait sans mal ni sans heurts. Et puis à partir de là, une fois que ça a été acté, Gemignani a pris une importance colossale dans la vie d'Anquetil et Anquetil lui a accordé sa confiance. Gemignani est aussi extrêmement moderne dans sa manière de manager une équipe cycliste. Il invente quasiment le spectacle sportif. Oui, il a totalement révolutionné tout ça. Il trouve des sponsors. Ben voilà, il est Rafa, l'apéritif Saint-Raphaël, il s'appelait Raphaël. Et donc, ça lui a paru tout à fait naturel d'aller vers l'apéritif Saint-Raphaël. Et c'est devenu le slogan de Rafa, je raffole. Et voilà, et c'était parti. Et ça a été le premier sponsor du cyclisme extra-cycliste. Jusque-là, les sponsors du cyclisme, c'était des fabricants de bicyclettes. C'était La Perle, c'était Elliott, c'était des gens comme ça qui fabriquaient des vélos. À partir de là, on sort du sportif, on rentre dans l'extra-sportif. Et la grande gloire, ça a été après Ford, qui a là encore une dimension internationale bien supérieure à celle de Rafa. Et donc ça a été Ford. Et puis ça a été ensuite Bic, le baron Bic, qui a financé très, très, très généreusement le cyclisme de cette époque-là. Mais la marque de Gemignani, Rafa, qui est allée au-delà, qui a dépassé la notoriété de la marque du quinquina Saint-Raphaël, qui était un quinquina voilà, à l'époque, les dames buvaient du Saint-Raphaël. Et à tel point qu'aujourd'hui, comment s'appelle-t-il, l'anglais très chic, Paul Smith, voilà, Paul Smith a appelé sa marque de vêtements cyclistes Rafa. Rafa, oui, exactement. Il a récupéré la marque si vous voyez par exemple l'équipe Sky du Tour de France, c'est très joli maillot noir avec un parement bleu sur la manche, et une raie bleue le long, c'est du Paul Smith et c'est du Rafa. Ce sont des vêtements Rafa. Et c'est une très grande marque maintenant de vêtements cyclistes qui a repris ce nom-là. On parlait tout à l'heure de la légende qui cite l'intrusion du général de Gaulle dans l'histoire cycliste pour fournir un avion du Glam à Anquetil, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais n'empêche, il y a des rapports, est-ce qu'on peut faire une similitude? Est-ce que Anquetil étant le champion de la reconstruction, le général de Gaulle personnifiant un redressement français à cette époque-là, est-ce qu'on peut dire que Anquetil est un champion gaulliste à défaut d'être gaulien? Ça, je l'ignore. Je ne sais pas quelles étaient les convictions politiques d'Anquetil. Je ne sais pas s'il y en avait. Je me demande même si la prudence ne l'incitait pas à ne point en montrer. En tout cas, ça, c'était un peu plutôt, je pense, la position. En revanche, le général de Gaulle a été le premier. Le Tour de France s'est arrêté à Colombey-les-Deux-Églises pour saluer le général de Gaulle. Arrêter une course cycliste, c'est pas Sarkozy qui le ferait aujourd'hui, et encore moins François Hollande, il se ferait rouler dessus. on lui passerait sur le corps. Non, donc le peloton s'est respectueusement arrêté à Colombey-les-Deux-Églises pour saluer le général de Gaulle, qui était en villégiature à ce moment-là, dans son château de la Boisserie. Donc, c'était pas rien. Et de Gaulle a été, je pense, le premier à vouloir attraper une petite pincée de la popularité d'un Anquetil, d'un Poulidor, et puis du Tour de France. Symboliquement, ce Tour de France, pour De Gaulle, c'était quelque chose qui était... Je me suis toujours fait une certaine idée du Tour de France, ou presque. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça d'extrêmement important et d'essentiel dans l'idée qu'il avait de la reconstruction du pays et du pays lui-même. On dit que saisi à plusieurs reprises... du refus d'Anquetil d'obtempérer au contrôle antidopage et incité à encourager son ministre des Sports à prendre des mesures, le général de Gaulle aurait répondu « Je m'en fous, après tout, il fait résonner la Marseillaise partout ». Oui. Il y a un rapport au pays qui est similaire quand même. Ça a été un débat pendant toutes les premières années du contrôle antidopage, qui continue d'ailleurs. On ne sortira pas de celui-là, c'est pas la peine de chercher. Et il y a eu ce débat-là. Donc il y a eu tout le temps les gens qui s'en foutaient, effectivement, à la façon du général de Gaulle, ceux qui s'en foutaient pas, les tenants de la répression, les tenants du libéralisme. C'est un débat infini qui ne sera jamais clos. Et bon, voilà, la technologie va vite, les inventions vont vite. Pour replacer Anquetil dans son rôle de champion mutant quasiment, il y a quelque chose qui m'a marqué, mais peut-être que je me trompe, mais vous êtes un meilleur spécialiste que moi. On associe souvent les champions à des marques de cycle. C'est Legnano pour Bartali, Bianchi pour Coppi, Merckx pour Merckx, même si les vélos de Merckx sont faits par Di Rosa. C'est Di Rosa à Milan qui les fait. Pinarello pour Indurain, Trek pour Armstrong, Gitane pour
notre camarade Hinault. Bernard Hinault. Voilà, on fêtera bientôt les 60 ans. J'ai pas retrouvé d'association similaire avec Anquetil. Est-ce que finalement, c'est pas Anquetil la machine? Non, c'est Elliott. C'est Elliott? Ah oui, c'est Elliott. Non, non, dans le début. Dans le début, tous les débuts d'Anquetil, c'est Elliott vert. Voilà, c'est une couleur qui vous est chère. Oui, bon, bien sûr, j'aimais son vélo. Tout le monde rêvait, dans ma génération, quand on était môme, d'avoir un vélo vert transparent avec les jambes de fourche chromées. C'était ça, et avec un empattement long à l'époque. Vélo avec la fourche très recourbée, parce que les roues n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis avec un empattement long, il y avait un passage entre la roue arrière et la verticale. Pour regarder le vélo de l'acrobate là, qui vient de nous faire une séance de surplace, vous verrez que sa roue arrière rentre dans le tube vertical du vélo. Alors qu'à l'époque, il y avait bien au moins 4 ou 5 cm entre la roue arrière et le tube vertical du cadre, assurant au vélo une plus grande stabilité, mais évidemment le pénalisant en termes de rendement. Plus le vélo est ramassé, plus l'anthrax est court dans le vélo, plus il est rigide et plus il est réactif. Et plus il renvoie, ce qu'on appelle renvoyer, c'est-à-dire rendre de l'effort. Par exemple, les roues aussi, vous verrez, regardez les roues de l'acrobate, c'est des 4 bâtons très épais, comme ça, c'est plus des rayons comme autrefois. Ce sont des 4 bâtons en carbone, comme ça, extrêmement rigides. Et c'est des roues, vous lui demanderez, jusqu'à 30 à l'heure, ça vous épuise, c'est infernal. Mais au-dessus de 40, alors, en revanche, ça vous aide terriblement à filer parce que ça restitue beaucoup d'énergie. Ce sont des roues très très rigides et qui rendent énormément. Mais au-dessus d'une certaine cadence. En dessous, c'est un obstacle, c'est un poids mort, c'est compliqué. Alors que le rayonnage assure, lui, une relative marge de souplesse à la roue. Quand vous passez dans un trou, les rayons s'écrasent un peu et tout ça. Alors que là, rien s'écrase. Le cycliste peut-être. Ah oui, là, c'est le bonhomme qui encaisse tout. Justement, qui fait quoi avec ces machines? Vous avez des passages merveilleux sur la silhouette, les jambes sont des bielles, son buste est un baril aérodynamique. Est-ce qu'il est le premier à être posé comme ça sur la machine? Est-ce que c'est le premier cycliste machine, un peu vraiment, qui se fond avec son vélo? D'une certaine façon. Il n'est pas le premier, parce que Fausto Coppi l'était également. Il était le pionnier. Mais il n'était pas le premier, il était le seul, en fait. On n'a jamais trouvé un cycliste, même Indurain, qui était un homme magnifiquement posé en machine, même Indurain n'avait pas la classe exceptionnelle d'Anquetil sur un vélo. Anquetil était fait pour aller à vélo. C'était quelque chose de très particulier. Il avait un certain nombre de points forts. Il utilisait de longues manivelles, ce qui n'est pas le cas de tous les cyclistes. Il était probablement en permanence en 175 ou 172,5 peut-être, comme Hinault, mais il avait cette espèce d'habitude de beaucoup tirer sur le vélo. Ce n'était pas un écraseur de pédales, c'était un arracheur de pédales. Il tirait beaucoup et donc il pédalait, vous regarderez, il y a 2 ou 3 photos, il pédalait avec la pointe. Il avait les pieds inclinés comme ça. Il pédalait pas du tout comme ça, pas du tout. Il pédalait comme ça, il remontait la pédale. Et comme il avait de grandes manivelles, vous regarderez sur les photos, ses genoux remontaient très haut de chaque côté de son cadre lorsqu'il pédalait. Et ça lui donnait une espèce d'allure qui préfigurait peut-être davantage la position des skieurs des années 60. Il en parlait d'ailleurs. C'est la position de l'œuf, la position mise au point par Jean Vuarnet. À l'occasion des Jeux Olympiques de Sceaux Valais. C'est cette position-là qui était la marque inoubliable d'Anquetil. Avoir vu rouler Anquetil, c'est quelque chose qui était, pour quelqu'un qui aime le vélo évidemment, c'était vraiment inoubliable. Et il avait cette position magique, vraiment. Et quel qu'ait été l'engin qui montait, il avait cette position magique, il avait cette grâce-là. Paradoxalement, ce qui est assez rigolo, c'est le moment où la France s'intéresse beaucoup à la performance mécanique. La Caravelle vient d'arriver, le TGV est dans les tuyaux. On a quelque chose qui parle de la vitesse. Les automobiles françaises, la DS, on a un truc on est profilé, on aime bien ça à l'époque. Oui, c'est l'époque de l'aérodynamisme. C'est l'époque où on invente. Avant, bien sûr, les carrossiers travaillaient à l'aérodynamisme, les Falacci, Figoni et compagnie. Mais là, il y a d'un seul coup quelque chose comme ça qui se... D'ailleurs,
ne nous y trompons pas, Antonin Magne ne s'est pas trompé. Lorsque, dans l'étape vers Grenoble, l'étape contre la montre, une étape mythique dans la carrière de Jacques Anquetil, il est parti 3 minutes derrière Raymond Poulidor, et très vite, il l'a en point de mire. Et vous savez, en contre-la-montre, les coureurs partent un par un, et ils partent de minute en minute au début, puis de 2 minutes, puis 3 minutes en 3 minutes, pour pas se rejoindre précisément, et pour pas risquer de céder les uns les autres. Et là, Anquetil, il rattrape Poulidor, lui reprend les 3 minutes en l'espace de quelques kilomètres, et au moment où il va le dépasser, Antonin Magne, qui roulait derrière Raymond Poulidor, comme il est d'usage, le directeur sportif roule derrière, va vers son coureur et lui dit « Raymond, regardez la caravelle qui passe ». Jamais on n'avait vu une chose pareille. On n'imagine pas un directeur sportif aller dire à son coureur, il peut lui dire à la rigueur, barre-toi, tu vas te faire doubler, ou accélère, connard, dépêche-toi et tout. Pas du tout. Là, il y va, il dit, regardez la caravelle qui passe. Et Anquetil passe sans un regard, là, voum, et on voit Poulidor, regardez Anquetil, parce que Poulidor obéit à Antonin Magne. Et il a toujours obéi à Antonin Magne. C'est le problème. c'est son problème. Et donc voilà, et c'est quelque chose comme ça, effectivement. Donc Magne ne s'y était pas trompé. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'une grâce particulière. Et quand on a demandé à Poulidor de raconter ce moment-là, il dit effectivement, il ne pédalait pas, il glissait. Il glissait. Il y a quelque chose de très particulier dans son coup de pédale qui est unique, qui était unique. Bon, maintenant, les coureurs font tous de la soufflerie, ils sont tous positionnés en machine d'une façon extrêmement précise, ils sont au millimètre, il n'y a qu'à voir Contador comment il emmerde le monde si on lui touche à son vélo. Donc, ils sont vraiment hyper optimisés sur leur bicyclette. Mais il n'y en a pas un qui a cette espèce de style aérien comme ça. Je pense qu'un autre moment de grâce comme ça, c'est lorsque Anquetil arrive en haut de Picardie, justement. Oui. Picardie, c'est une côte. Le 30 mai 1965, en haut de la butte de Picardie, la dernière côte où Anquetil crée la décision, la sortie de Versailles. Avant de basculer. Paris 1965. Et après, il bascule, en fait, arrivé au carrefour de Fausse-Repose. Et là, il va glisser vers Ville-d'Avray, Sèvres et Paris. Ah ouais, ça... En plus, il est dans l'aspiration de Goutorp, du oui. permis, c'est-à-dire une sorte de mobilette. Et donc là, voilà, il va dévaler la pente oui, mais là, c'est... à Ville-d'Avray à 80 km/h. Ah oui, mais là, il lui fait plus que du style, là. Là, il a gagné, il sait que c'est fait. La course est pliée, il ne peut plus rien lui arriver. Après le sommet de Picardie, il sait que c'est terminé. Il ne lui reste plus qu'à faire un baroud d'honneur. C'est Goutorp qui met le paquet. Il l'embarque à fond les manettes parce qu'il sait que de toute façon... Ah, c'est fini. Là, ils ont craqué. Simpson a craqué, ils ont tous craqué. Et donc, là, la course est pliée à cet endroit-là. Et donc, après, c'est du vol. C'est plus de la compétition. Il n'a plus rien à économiser, il n'a plus rien à mesurer. C'est la débauche. Et donc, c'est de la grâce, c'est beau, c'est de l'envol presque. Et puis en plus, le terrain est facile. Une fois qu'on a basculé au sommet de Picardie pour aller jusqu'au Parc des Princes, ça va, on a fait plus dur dans l'histoire du cyclisme. Donc ça déroule. Non, c'est beau. Pour terminer sur Anquetil et son époque et le rôle qu'il a pu jouer, vous avez fait allusion tout à l'heure au fait qu'il n'a jamais triché, assumant le recours au dopage, au doping, comme on disait à l'époque, mais il a transgressé plein d'autres règles, ce qui fait sans doute sa modernité, la différence avec les champions actuels, qui sont pour la plupart encore dans le mensonge, le déni. Lui a assumé toutes ces contradictions, il les a dépassées la plupart du temps, jusqu'à y laisser sans doute la vie, et il a transgressé beaucoup de règles, pas simplement des règles sportives, les règles de la société, parce qu'il assume son goût pour l'argent, c'est-à-dire qu'il affiche sa réussite, il est fier de ça. Et puis il affiche non seulement sa réussite économique, ça c'est bon, c'est les beaux costards, les belles bagnoles, les jolies cravates et les jolies filles, ça c'est sûr, mais il assume aussi l'importance que l'argent a dans sa carrière, pour la construction de sa carrière. Parce que dès qu'il a commencé à gagner de l'argent, c'est la différence avec Poulidor.
Poulidor, il avait du mal à payer l'apéro. Tandis que Anquetil, il achetait des courses. C'était pas pareil. Il achetait des coureurs, il achetait des équipes, il payait pour gagner, il négociait, et voilà. Et il payait ses équipiers en proportion de leur travail, comment ils avaient fait. Toujours. Denson, par exemple, qui a ouvert la route pour le Bordeaux-Paris, qui est un coureur, alors extrêmement vaillant, mais très modeste. C'était loin d'être un grand champion. C'était même loin d'être un second couteau appréciable. Et Denson a fait l'affaire de sa vie. Le jour de Bordeaux-Paris, il n'avait jamais vu passer autant d'argent que ce jour-là. Parce qu'Anquetil a été extrêmement reconnaissant et donc l'a payé en proportion des efforts qu'il avait fournis. C'est aussi comme ça qu'il a réussi à fidéliser des équipiers qui étaient des gens de grand talent. Même Altig lui-même, des gens comme Evrard, enfin des tas de très très bons coureurs qu'il a fidélisés en les payant royalement, beaucoup mieux. Ça a été le premier à faire ça, à payer les équipiers, les meilleurs équipiers possibles, à les payer très cher, plus que ce qu'il ne gagnerait s'il n'était pas ses équipiers, afin qu'ils lui soient fidèles et qu'ils travaillent pour lui et avec lui. Donc il y a eu cet aspect-là, puis il y a aussi les adversaires. Ils pouvaient négocier des victoires. Ça arrive. Oui. Ça se fait encore. Ça se fait encore, oui, bien entendu. Ça s'est fait encore il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça se fait tous les jours. Mais il y en a qui se sont fait pincer il n'y a pas très longtemps. C'est Vinokourov qui s'est fait attraper. Et c'était légal à l'époque ? Comment ? C'était légal ? Non, ça n'a jamais été légal, ça. Mais c'était humain. Tout le monde le savait. Oui. En tout cas, il l'a dit. Et il l'a dit. Après, tout le monde le savait puisqu'il l'a dit. Mais tout le monde le savait quand même. Tout le monde savait que c'est un sport de professionnels. C'est professionnel, c'est de l'argent. Le vélo désacralise dès l'origine quasiment, dès sa réglementation, le rapport à l'argent, parce que dès que l'Union vélocipédique internationale voit le jour à Paris, elle est restée d'ailleurs jusqu'aux années 60 installée à Paris, c'est un sport professionnel, c'est le premier sport professionnel. Donc le rapport à l'argent est très naturel dans le vélo, il n'y a pas de honte. Non, c'est établi. C'est le regard extérieur qui crée le décalage. Mais à l'intérieur, c'est une chose établie. C'est une règle. Et on voit bien comment l'argent opère dans les mutations. Je vais faire une petite citation, une micro-lecture de votre ouvrage, Anquetil tout seul. En 1967, à l'époque du Tour de France, il étale ses 4 vérités dans 4 articles pour France Dimanche, titrés avec un sens tout journalistique de la provocation. Pourquoi je n'aime pas Poulidor ? Oui, je me suis dopé. Anquetil accuse, à propos de la mort de son ami Tom Simpson. Et oui, j'ai acheté des coureurs. Certains sont assortis de photos pour le moins évocatrices. Tous les codes sont renversés. Le respect de l'adversaire, la lutte antidopage, le respect des organisateurs, la limpidité des enjeux sportifs. Après leur parution, le scandale est tel qu'Anquetil est contraint de raser les murs. Il doit même se mettre un moment au vert. Il a cassé le jouet et le peloton a une trouille bleue de ne pas s'en remettre. Il s'en remettra et les questions resteront intactes, mais Anquetil les aura posées. Il s'en serait voulu de ne pas le faire. Oui. Voilà. Exactement, c'était des questions qui étaient... On peut rajouter, cher Philippe, une 5e transgression qui n'a pas été relatée par la presse à cette époque, mais un peu plus tard, même si elle n'explique pas le champion, mais elle explique l'homme. Il a aussi transgressé tous les tabous familiaux. Oui, presque, pas tout à fait. Il a collectionné les conquêtes. Oui, il a collectionné les conquêtes et il a l'intérieur de sa propre famille. Oui, il a épousé la fille de sa femme. Non, il n'a pas épousé. Il a fait un enfant à la fille de sa femme et il a épousé la femme du fils de sa femme. Et ça devient compliqué. C'est très compliqué. Il a fait un enfant à la fille de sa femme. Il a épousé Janine qui avait 2 enfants, une fille et un garçon. Elle était plus âgée que lui. Elle avait 2 enfants. Il l'a épousée. Et plus tard, lorsqu'il a fini sa carrière cycliste, il a eu un enfant avec la fille de Janine. Et après, quand ça a pété très fort entre tout ça, il y a eu des gros barouds et tout, il a tout laissé tomber et il a épousé la femme du fils. Voilà. C'est possible. Qui est encore aujourd'hui
Madame Anquetil en titre. Donc voilà. Et il a eu une fille, donc avec la fille de sa femme, Sophie, qui est absolument formidable, qui lui ressemble. Alors, point de vue caractère, c'est exactement la même. Elle balance tranquillement. Hop, elle est vraiment joyeuse. Il a fini par acheter un château qui appartenait à Maupassant, lui-même à C'était le château de la famille Maupassant, oui, les elfes. Voilà, le château des elfes qui est toujours à la famille Anquetil aujourd'hui. Maupassant, un écrivain qui vous est cher. Ah, j'adore, bien sûr. Donc le moment est peut-être venu de parler de vous aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'Anquetil, mais ce qui est intéressant dans le livre et dans le travail que vous avez mené, dans la discussion que vous avez eu la gentillesse de conduire avec nous, il y a cette passion pour ce champion, le petit garçon que vous êtes à l'époque, l'homme que vous êtes devenu, l'auteur reconnu que vous êtes qui écrit sur ce sujet-là. Qu'est-ce que Anquetil dit de vous finalement, Paul Fournel? Quelle histoire il raconte du petit Paul Fournel? Voilà, il raconte le petit Paul en fait. Je crois que il m'est tombé dessus à l'âge où on a ces espèces de passions préadolescentes pour des champions. C'est à ce moment-là qu'on se structure par rapport à... On aime le cyclisme dans votre famille? Oui, mon père est cycliste, je suis cycliste, on fait du vélo avec les cousins, les cousines, tout ça. Oui, bien sûr qu'on est cycliste, sinon il n'y aurait pas eu Anquetil, il y aurait eu d'autres, il y aurait eu Jean Doriola, ou il y aurait eu quelqu'un d'autre si on avait été dans un autre sport. Mais donc, voilà, il est le champion de mes années de préadolescence et d'adolescence. Donc, j'ai eu une approche d'Anquetil qui est absolument instinctive, enfantine. Qui ne nous a pas quittés? Non, qui ne m'a jamais quitté, parce que on ne se quitte pas soi-même. C'était une réponse à moi plus qu'à lui. Lui, bon, c'était un clair objet de désir. À partir de là, est-ce que le désir est le meilleur chemin pour connaître? Oui, il y avait quelque chose chez lui qui me fascinait, peut-être aussi même son côté un peu mal aimé, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'intéressait chez lui, mais d'une façon, à l'époque, totalement non consciente. Je sais pas, jamais je me suis dit, tiens, pourquoi, comment, non, il était là, c'était le grand champion, je l'admirais. Je l'aimais, c'était un très grand et très beau champion. Il y en avait d'autres, mais celui-là correspondait à ce moment où d'indistance, comme ça, vers l'âge de... Je suis né en 47, donc voilà, il a commencé ses exploits, j'avais 6 ans, il était au mieux de sa forme, j'en avais 12 ou 14, donc... On parlait de lui chez vous? C'est une découverte spontanée de votre... on parlait de lui, bien sûr qu'on parlait. Qui ne parlait pas d'Anquetil? Vous l'aimer, c'est surtout... Mon grand-père aussi, il regardait Anquetil, mais il préférait Gimondi. Ah oui, non mais d'accord, mais on pouvait préférer un autre ou celui-là, mais on le regardait tous, il était incontournable. Il fallait vraiment être bizarre pour être à l'abri d'Anquetil et de Poulidor à l'époque, c'était compliqué. Il faisait la une de tous les étés, de tous les journaux, et c'était, bon, voilà. C'était aussi les vacances, c'était cette période-là, et moi j'allais le voir avec mon père, on partait à vélo, le voir, on grimpait l'école qu'il allait grimper après. Moi j'étais moutard, et bon, je montais mes cols tranquillement, on allait le voir au sommet de l'Isoard, on allait le voir ici ou là. Voilà, donc c'était toujours cette idée de partager le vélo. Avec les champions qu'on admirait, qu'on aimait. Mais on partageait le vélo. On faisait la côte avant eux, quoi. On faisait l'effort. On allait faire le col de la République, selon les jours, et choses comme ça. Et donc c'était ça. Donc je peux pas dire que je peux pas analyser. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que bon, voilà. Et je me suis dit, ça serait intéressant de repenser à Anquetil. Et au début, j'ai pensé honnêtement, je pensais faire un livre sur Anquetil. Et je me suis rendu compte en le faisant que c'était sur moi que j'écrivais, que c'était certainement pas sur Anquetil. À l'occasion, je voulais bien parler d'Anquetil, la question ne se posait pas. Mais que, bon, en vérité, c'était de moi que je parlais. Et c'est un livre très, très autobiographique. Même si je ne raconte pas beaucoup de choses objectives sur ma vie et sur tout ça, mais c'est un livre très, très marqué d'autobiographie. La relation à mon père, la relation à mon temps, à cette époque-là, ces territoires d'enfance. C'est un objet littéraire, Anquetil, pour vous, d'emblée ou c'est un personnage, à coup sûr. Un objet littéraire, ça, après, c'est aux écrivains de faire de la littérature. Anquetil lui-même était à l'abri. Mais en tout cas, c'est un personnage. Ça, c'est une certitude. Pourquoi la littérature s'intéresse-t-elle de si près au vélo? Parce qu'il y a peu de sports, la boxe peut-être, qui vont aussi loin dans l'appropriation du sujet, de ses héros, de ses thématiques et de sa légende. Il y a plusieurs... Jusqu'à y participer. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le foot ne fait pas ça, par exemple. Non, le foot ne provoque pas ça. Non. Le rugby à peine. Bon, à la marge.
Non, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le vélo, et particulièrement le Tour de France, est né pour faire vendre du papier, pour faire vendre de l'écriture. Donc ça, c'est une certitude. Henri Desgranges, qui a inventé le Tour de France, l'a inventé pour vendre son journal L'Auto. Ça s'appelait L'Auto à l'époque, c'est devenu l'Équipe plus tard, mais ça s'appelait L'Auto. Et donc, c'était la première intention. Si en 1919, le maillot jaune, le maillot du leader du Tour de France est jaune, c'est parce que L'Auto était un journal aux pages jaunes. C'était comme le Corriere dello Sport est rose, l'Auto à l'époque était jaune, et c'est pour cette raison que le maillot est jaune. Voilà. Et il y a donc ça. Il y a ensuite un côté feuilletonesque indiscutable, particulièrement dans les courses par étapes. Il y a toujours le côté qu'est-ce qui va se passer demain. Enfin, il y a un côté feuilletonesque. C'est une narration qui se poursuit, donc ça c'est très important. Il y avait, en tout cas aujourd'hui c'est plus compliqué à cause des casques et des lunettes, mais il y avait des bonnes gueules, il y avait des beaux personnages, qui avaient des tronches. Aujourd'hui on ne les voit plus. Aujourd'hui, je croiserais Degenkolb dans la rue, je ne serais même pas capable d'aller le voir pour lui dire « Putain, quel beau sprinter vous êtes !» et le féliciter. Je ne le reconnaîtrais même pas. Ils sont tous... Il est là, peut-être, Antoine. Oui, si ça se trouve. Non, mais ils ont tous des lunettes noires, les casques enfoncés jusque-là. Ils sont totalement méconnaissables. C'est des sortes de zombies parce qu'ils ont en plus des positions très similaires sur leur vélo. Et donc, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir un œil très, très exercé pour... Même les journalistes se plantent. C'est impossible. Hein, à la télé, ils perdent des pelotons, ils se trompent. Il y a des moments où le peloton est devenu illisible. Alors qu'à l'époque, on ne confondait pas Robic avec Jacques Anquetil. Il n'y avait pas de doute. Non, ça, c'est impossible. Là, on prend des extrêmes quand même. Hein. Et donc, il y avait ce côté comme ça, personnage, qui était très important. Et puis, il y avait l'équipe. L'objet transitionnel entre la littérature et le vélo, c'est l'équipe, qui était quand même un nid d'écrivains de première importance. Raconter une étape, c'est chiant. Il faut avoir un vrai talent d'écrivain pour arriver à animer quelque chose comme ça qui est très souvent assez inanimé, souvent illisible pour le profane. C'est vrai qu'une étape de plaine du Tour de France... Et puis on y assiste de loin, quand on est journaliste sur le Tour, on est très loin du fait sportif. Ouais, moi, j'y vais même plus maintenant parce on voit mieux la télé. Bah oui, on se précipite sur la ligne d'arrivée pour aller regarder la télé. C'est ridicule. À un moment, on est mieux chez soi. Et donc, il y a un côté un peu comme ça, bizarre. Mais il y a ce côté feuilletonesque, c'est indiscutable. Et je crois que le vélo se raconte bien. Se raconte très très bien. Raconter un match, c'est très difficile. Oui, c'est encore plus... C'est très difficile. Tandis qu'un vélo, il y a un déroulement temporel qui est naturel. Alors, il se passe ça ou il se passe pas ça, mais il se passe quelque chose. Et puis, il y a les méchants, il y a les bons, il y a les traîtres, il y a les vaincus, il y a les vainqueurs. Voilà, il y a des postures qui sont des postures feuilletonesques dedans. Et, bon, ça manque de filles. Non, c'est vrai, ça manque de filles. Il n'y a pas beaucoup d'héroïnes, il n'y a pas beaucoup de... Il faut aller après dans le tour féminin, c'est plus compliqué, puis ça ne se mélange pas, c'est dommage. Ça viendra sans doute, peut-être. Oui, ça viendra. Elles sont tellement bonnes maintenant. Oh la vache. Wow. À une époque, assez courte, Philippe, je parle de mémoire, le Tour de France féminin arrivait, a été couru sur des étapes raccourcies. Un peu raccourcies. Quelques heures, voilà. Arrivait juste une heure avant, une heure ou deux avant. Et il ne faut pas oublier que dans les années 80, en fait, c'était pas Anquetil Poulidor, mais c'était un autre duel entre Gianni Longo et Maria Canins, oui. La copie féminine. En intensité, mais c'est resté dans certaines mémoires. Mais il faut pas oublier que le champion cycliste le plus titré... c'est Gianni. C'est Gianni Longo. C'est Gianni Longo, oui, bien sûr. Il a failli être médaillé olympique en 2008. Oui, à 45 ans ou 48 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Ah oui, c'est un colosse. C'est un colosse. Mais je me souviien, il y a 20 ans, les gars, les filles couraient avec les cadets. Quand les mecs n'étaient pas très en forme, ils disaient, je vais courir avec les filles pour faire des kilomètres. Tout. Maintenant, terminé, ça y va, toute blinde. Je me suis glissé l'année dernière dans le triathlon de Paris. Je me suis glissé dans la partie cycliste, pas dans la partie natation, ni dans la partie course à pied, mais dans la partie cycliste. Je me suis glissé dans le paquet. Et à un moment, on arrive là, dans la bosse de Longchamp, et je vois une fille qui me passe, mais
waouh, comme un obus. Et on caressait pas, hein, ça avançait. Elle me passe comme un obus, wouam, elle monte, se jette dans la côte comme ça, et arrivant au haut de la côte, elle se retourne et elle dit « Allez les garçons, suivez maman !» Elle nous en met une, on l'a jamais revue. Donc il y a vraiment des filles qui sont extrêmement fortes aujourd'hui. Je comprends que vous pratiquez toujours la bicyclette. Oui, le toujours. vélo. Oui. Est-ce que vous écrivez en roulant? Est-ce que vous construisez Oui, mais jamais vraiment. J'emmène pas de stylo, par prudence. Je suis pas acrobate, moi. Je suis pas comme lui. Je suis pas comme le roi. Moi, je sais pas faire. Moi, je suis incapable d'arrêter. D'écrire. Non. Je suis très prudent. Mais vous êtes quand même dans le. Oui, dans bien la sûr. réflexion Oui, sur votre travail. ça dépend si je suis avec des copains ou si je suis tout seul. Et puis ça dépend aussi beaucoup de quelle allure ça roule. Il y a des moments où la pensée. Oui, je confirme. La pensée s'évanouit et où on se consacre à d'autres efforts. Est-ce qu'Anctil vous habite toujours aujourd'hui? Est-ce que c'est une référence? La preuve, je suis là. Et c'est un souvenir? C'est quoi? Maintenant, c'est un livre pour moi. C'est un de mes livres. Ouais. Et donc, c'est un de mes livres qui a eu la chance de rencontrer du public et qui me vaut d'être ici. Donc voilà, Anctil est forcément présent dans ma vie, puisque ce livre est là et que je l'accompagne. Donc oui, il est là. Et dans la somme de vos ouvrages, quelle place de choix Je n'établis pas de hiérarchie entre mes livres, non. Il n'y a pas de maillot jaune? Non, en vérité, celui qui m'intéresse le plus, c'est le prochain. Parce que c'est celui sur lequel j'investis. Celui-là, je suis très heureux qu'il existe et oui, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je l'aime bien. Mais ces livres-là ressemblent beaucoup à notre livre. C'est Un homme regarde une femme. Oui. Et là, c'est Un enfant regarde un homme. Oui. C'est Oui. le même désir, c'est le même amour, c'est le même regard. Oui, c'est le mien. C'est un roman d'amour. Mais vous avez raison. C'est une très fine et très subtile interprétation que vous donnez, très juste à mon avis. Et je voulais vous poser une question justement qui a rapport à cet aspect-là. Il y a, au moment de la mort de Jacques Anquetil, donc le 18 novembre 1987, il n'avait que 53 ans, il était donc plus jeune que nous. Oui, il était beaucoup plus jeune que nous, hein, bien sûr. Il a été rattrapé par un cancer. Ouais. Et Bernard Chenez, à la une de l'équipe, dessine. Alors, je ne sais pas si vous l'avez exposé là, Philippe, un dessin admirable dont je parle toujours avec beaucoup d'émotion, parce qu'il représente un père de famille de dos sur le bord de la route du Tour, le très simple de Bernard Chenez, très clair, qui tient un petit garçon par la main et qui voit un cycliste échapper dans un nuage. Le dessin est en noir et blanc, seul le maillot du cycliste est jaune évidemment pour l'éternité. Et le petit garçon dit à son père, regarde papa, il s'échappe. Et le père répond, non, cette fois, il s'en va. Ouais. Et ça dit aussi quelque chose de la transmission du souvenir, le rapport père-fils dont vous avez parlé à propos d'Anctil. Tout à fait. Malgré ses 53 ans, est-ce que cet Anctil-là qui a traversé votre vie et qui ne l'a pas quitté, longue échappée en vous-même, est-ce qu'il vous a aidé à rester toujours fidèle à ce petit garçon, ou un souvenir familial, ou à une époque, ou un message? Il est là, il fait partie des souvenirs, il fait partie de la structure, il est dans la structure, il solidifie l'ensemble, il fait partie de... Voilà, mais comme d'autres, c'est pas une passion exclusive. Oui, vous avez un livre sur lui. Oui, j'ai écrit un livre sur lui, j'aurais pu en écrire un sur Raymond Queneau, Non, mais ça pourra... Ça va venir. Ça va venir. Je veux dire, c'est des choses comme ça, ou sur François le Lyonnais, si Olivier ne l'avait pas fait. Donc il y a, d'autres admirations sont venues, non pas se substituer, s'ajouter au fur et à mesure que la vie avance et que les désirs se transforment. Et à l'âge où j'aimais Anctil, j'aurais pas pu vraiment aimer un écrivain de la même façon, puisque j'étais vraiment un lecteur débutant. J'étais plus débutant en lecture qu'en vélo. Donc voilà, après d'autres choses arrivent qui se complètent et s'accumulent, mais qui ne s'excluent pas. Moi, je n'ai jamais été de la race de ceux qui considéraient que les sportifs étaient des abrutis.
J'ai jamais reculé devant une séance de gym au lycée. Je ne me suis jamais fait dispenser de quoi que ce soit. Même pas de piscine. Même pas de piscine, rien du tout. Donc, jamais oublié votre serviette. Non. Et pourtant, dans ma génération, la dispense de gym, c'était un sport national. Alors vraiment, imaginez qu'on puisse ne pas se faire comme ça. 2 heures à gagner pour faire un peu plus de mathématiques, c'était précieux. Non, ça jamais. Donc voilà, pour moi, ça a toujours été une pratique humaine de haute qualité. Et je le pense toujours. Bien, écoutez, il nous reste un petit quart d'heure sur le chronométrage officiel. Philippe, on peut peut-être consacrer un peu de temps aux questions de nos amis auditeurs, s'il y en a. Vous parlez de Raymond Queneau. C'est un peu pour mettre un grain de sable dans l'ouvrage. Alfred Jarry, est-ce que en tant que philippien, il vous a quand même sensibilisé dans sa manière effectivement de passer par la tangente sur la dynamique diction. Donc, moi, ce qui m'a personnellement toujours porté chez Alfred Jarry, c'est le Super Motion Food qui alimentait l'immense bicyclette à plusieurs selles et plusieurs guidons. Oui, bien sûr, Alfred Jarry fait partie des auteurs emblématiques qui sont peut-être davantage à la base de la pataphysique que de l'Oulipo, ou que Raymond Queneau n'était pas... Enfin, à ma connaissance, n'était pas un admirateur forcené d'Alfred Jarry, contrairement à Latisse, par exemple, qui est un des cofondateurs de l'Oulipo, et qui lui était un jarriologue, je ne sais pas comment on dit, forcené, quoi, comme il y en a encore aujourd'hui au Collège de Pataphysique. Je pense peut-être à Thierry Foulque ou des gens comme ça qui connaissent l'œuvre de Jarry dans les coins. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas à titre personnel. Autant j'aime et je connais l'œuvre de Queneau, pas si mal, mais Jarry, pas vraiment. Non. Pardon ? Nous sommes de la même famille, je ne dirais pas plus, ni moins ni moins, Oui, sur le cas de Jarry. Tu es un jarriste, toi ? Non, pas spécialement, voilà, c'est ça. Non, évidemment, on le connaît. Voilà, bon, on le connaît. Il avait un très beau vélo qu'il n'a jamais payé. Et cette bicyclette, on le voit sur la photo. Oui, vous savez, là, cette bicyclette sur laquelle on le voit, où il est comme ça, avec un guidon comme, en moustache, comme ça, et où il est un peu assis en avant avec une selle un peu avancée, c'était la bicyclette la plus chère du marché à son époque. Il est allé la chercher dans un magasin et il a dit « je reviendrai ». Il n'est jamais revenu, il est parti avec la bicyclette et il ne l'a jamais payée. Le Bel Appétit. Le Bel Appétit. En effet. Ça vient juste de sortir. Oui, ça change complètement. Et Le Bel Appétit, donc, et vous parlez justement, il y a Bohème, où vous retracez une expérience de cycliste personnelle. Oui. Et ma première question, quand j'ai entendu ce Bohème, c'est comment pouvez-vous être si olympien et aimer si les contraintes, et puis aimer tellement un petit qui n'aime pas les contraintes et qui ne respecte pas. Racontez cette histoire d'abord de votre course à vélo, etc. Non mais, Anquetil était un praticien de la contrainte au bon endroit, et la bonne contrainte, c'est la grande bonne contrainte, c'est celle qui consiste à rouler à 50 à l'heure, là où les autres peinent à rouler à 42. Quoi. Ça, c'est la vraie bonne contrainte du coureur cycliste, c'est la seule en vérité. Et il la pratiquait alors comme personne. Oui, ce texte-là, c'est un texte, ce recueil de poèmes qui s'appelle Le Bel Appétit est un recueil de poèmes sur la nourriture, et j'y parle forcément du vélo parce que c'est la machine à avoir faim la plus aboutie de l'humanité. Je ne connais rien au monde qui donne plus faim que le vélo. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le corps même, ce qui est intéressant dans la faim cycliste, c'est que le corps a faim avant que l'esprit le sache. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, on voit les coureurs... Ils passent leur temps à manger. Voilà, manger sans cesse et boire sans cesse. Hein. Et ils ne savent pas, ils ont accepté l'idée qu'ils ne savent pas qu'ils ont faim, parce que
Le moment où on a faim à vélo, c'est trop tard. On est cuit. Il ne faut pas avoir faim. C'est ça qui est très important. Et donc, c'est une machine à fabriquer de la fringale. Et moi, j'adore ça. D'ailleurs, avoir la fringale, c'est une maladie à vélo. Hein. C'est considéré comme un grave problème dont on ne se remet pas. J'ai eu une fringale, j'ai perdu l'étape. J'ai eu une fringale. Donc, c'est pour ça que les coureurs luttent contre cette sensation-là. Moi, cette sensation, j'en ai rien à fiche de lutter contre elle. Au contraire, c'est magnifique. Donc, je pars avec mon ami Rémi et on descend jusque chez Trois-Gros à vélo pour arriver avec la fringale, voilà précisément, ou aller dans telle ou telle auberge qu'on a repéré paf sur l'itinéraire et pour y arriver avec la fringale, qui est une sorte de bénédiction physiologique, parce que peu de gens connaissent cette sensation d'appétit, j'imagine c'est la même chose. C'est une pratique apéritive. Oui, voilà, c'est ça, c'est une pratique apéritive. Ça doit être la même chose en haute montagne quand on fait de train. Non, c'est pas la même chose. Mais je sais pas, je suis pas praticien d'alpinisme, donc je sais pas. Mais à vélo, il y a ça, ça creuse. Voilà, c'est quelque chose qui creuse, et c'est intéressant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, jamais. Vous avez marqué. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu me diras. Non, mais dis-moi, je te le dirai. Je laisse les autres l'espace. Des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Allez, je reviens pas. Attends. Philippe, vous vous êtes fait doubler sur la ligne. Moi, je suis arrivé un peu en cours, mais c'était un peu pour avoir votre avis sur le développement du vélo dans la ville, etc. Cette haute dimension du vélo. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Oui, moi, je suis praticien du Vélib. J'ai 5 vélos, mais pour autant, je ne m'en sers jamais en ville. Je j'use tous les Vélib de Paris, parce qu'ils ont un gros avantage, c'est que parfois Paris est une ville où il pleut. C'est très rare, j'en conviens, mais ça arrive. Et donc à ce moment-là, il est assez facile de garer son Vélib et d'emprunter le prochain métro, d'arriver donc à peu près sec à son rendez-vous et d'avoir forme humaine. Ce qui n'est pas toujours pratique quand on a un vélo. J'ai eu un vélo de fonction. Quand j'étais éditeur, on m'a demandé quelle voiture je voulais. Comme un jour, ça, je me suis retrouvé à diriger une maison d'édition. Alors on m'a dit, Président, quelle voiture souhaitez-vous avoir comme voiture? Alors j'ai dit, je veux un vélo. Et donc j'ai eu un Peugeot de fonction, un très beau Peugeot noir de fonction, comme ça, sur lequel j'étais, voilà, enfin, avec un dérailleur Stormy Archer, comme ça, à gâchette. Non, je suis tout à fait favorable à la pratique du vélo en ville, peut-être un peu moins dans les couloirs réservés au vélo, mais sinon partout ailleurs. Oui, mais c'est un voisinage un peu... parfois les bus, c'est un voisinage un peu encombrant. Hein, mais voilà, non, bien sûr, ce serait génial si on arrivait à faire de Paris une ville à l'égal d'Amsterdam ou à l'égal de je ne sais pas quoi, de Berlin, voilà. Mais enfin, oui, il y fait plus froid, pleut, je ne sais pas, mais en tout cas il y fait plus froid, c'est sûr. Enfin, ce sont des petites villes à côté de Paris. C'est sûr que Berlin ou Amsterdam, ça ne peut pas se comparer avec la masse gigantesque de Paris et de ses couronnes. Il n'y a pas les mêmes paysages, il n'y a pas les mêmes monuments. On ne peut pas tout avoir. Non, ce sont des villes beaucoup plus modestes de taille et beaucoup plus aérées, en tout cas pour ce qui est de Berlin, beaucoup plus faciles à imaginer, à circuler à vélo. Mais bon, j'ai beaucoup fait de vélo dans San Francisco aussi, où j'ai vécu. Mais là, il y a des bosses. Hein. Ah oui, ça grimpe. Il y avait les rues, là, les fameuses rues, là. Bullitt à vélo. Ah ouais, Bullitt à vélo, c'était... Alors ça, c'était du sévère. Hein. Oh la vache. J'y allais le dimanche matin, vers 5-6 heures du matin, avant qu'il y ait de la circulation, parce que j'avais peur de reculer. J'avais peur de reculer dans la montée, tellement c'est pentu, quoi. Alors j'ai pris des braquets minuscules, hein, des braquets de VTT tout petits. C'est d'ailleurs sur les rivages de North Beach, près de San Francisco, que le VTT a été inventé. Voilà, bien sûr, oui, c'est à Marine County. Ouais, c'est ça, les premiers vélos s'appelaient Marine. Ouais. J'ai une question bassement sportive. Tant pis. Alberto Contador a gagné le Giro cette année et son pari ultime, c'est lui aussi de rentrer dans la légende et de gagner le Tour de France. Et le Tour d'Espagne. Ça a déjà été fait, le doublé. Mais Tour d'Espagne, jamais. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, Alberto Contador gagnant le Tour d'Italie et gagnant le Tour d'Espagne,
est-ce qu'il rentrerait, selon vous, est-ce qu'il rentrerait dans la légende, un peu comme Anquetil? Moi, Est-ce que... Alberto Contador m'indiffère absolument. Donc il peut gagner 3 tours, 4 tours, 5 tours. J'en ai rien à cirer, j'en ferai pas une idole. Donc voilà, je n'ai pas d'affinité pour Alberto Contador, que je trouve un champion artificiel, parcimonieux, bien préparé. Voilà. C'est pas, pour moi, c'est un homme qui a un palmarès admirable et je ne lui enlèverai rien. Mais on sent qu'il est, je sais pas, il ne prendrait pas le risque d'aller faire un Paris-Roubaix pour le gagner. Voilà, c'est ça que je reproche. Oui, aujourd'hui, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Il est dans l'intérieur, il est dans sa zone. Ouais. C'est quelqu'un qui reste dans sa zone. Il a aucun atout, en fait, pour être un personnage de légende, pour être un personnage... Moi, je suis... Pour être un... Pour certains, certainement. héros, Pour certains, certainement. Mais là, personnellement, certainement pas. C'est quelqu'un qui reste vraiment dans sa zone de compétence, qui est étroite et qui est sublime, mais voilà, il y a quelque chose de... Il manque quelque chose. Pour moi, hein, je me plante, mais je le fais de façon... C'est un avis, c'est pas... C'est une opinion. On peut dire que la hiérarchie des courses et la manière dont le circuit international s'organise contraint les coureurs aujourd'hui à se spécialiser pour des types de courses. Hein, les grands tours, qui accouchent de profils de coureurs bien préparés, comme l'a laissé entendre Paul Fournel, les courses d'une semaine et les classiques. Un des derniers grands champions à avoir mélangé toutes ces qualités, c'est Laurent Fignon sans doute, qui était à la fois un coureur de 3 semaines, un coureur d'une semaine, un coureur de classique, et il a un palmarès qui reflète ce qui fait qu'un champion pouvait entrer ou peut encore entrer dans la légende. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui on n'a plus de coureurs de ce gabarit-là, mais la nature même du cyclisme l'interdit. Mais je pense que le prochain grand champion sera celui qui transgressera ça. Oui, sans doute, oui, vous avez raison. C'est celui qui arrivera à passer au-dessus. On voit bien déjà les stratégies mises en place. Alors, on ne fait pas de grosses courses avant 23 ans ou 24 ans. Il faut économiser ses forces jusque-là. Alors que, bon, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, ils n'ont pas demandé ils n'ont pas demandé l'autorisation d'aller gagner des courses. Ils les ont gagnés quand ils les ont gagnés. Ils ne sont pas allés demander à leur entraîneur « J'ai le droit de la faire, celle-là ?» Allez, boum, ils sont partis, ils ont gagné, ils ont mis 9 minutes à tout le monde, et l'affaire était entendue. Et ils avaient 19 ans, et ils avaient 22 ans, et ils faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient forts. Voilà. J'ai un coureur qui m'a raconté qu'un jour, Hinault avait pris une rage dans une étape dans le sud, là-bas. Hinault, il est un peu caractériel, hein, c'est un champion extraordinaire. C'est un fabricant de courses comme il n'y en a jamais eu. Il a un sens de la dramaturgie cycliste qui est absolument exceptionnel. C'est vraiment jamais ni le terrain ni les adversaires qui font la course. La course, c'est lui, le patron. Il la fait là où il veut, comme il veut, quand il veut, et il la gagne. C'est un coureur exceptionnel de ce point de vue-là. Il a sculpté des victoires qui étaient, mais incroyables. Et là, un jour, il s'est mis en rogne, je ne sais pas pourquoi, il a de mauvais caractère. Et il se met en rogne et il s'est mis devant le peloton. Il n'a rien demandé, à personne. Hein. Il s'est mis devant le peloton. Il a fait un relais de 130 km. 130 km. Et le coureur qui était derrière lui me racontait, j'ai passé toute la journée à regarder sa roue libre derrière, et je me suis dit, quand est-ce qu'il va enfin passer sur le 14 dents? Il a roulé sur le 13 dents pendant 130 bornes, à fond les manettes, 54-13. Et sans jamais personne vient lui prendre un relais, rien du tout. Et tous les mecs derrière étaient à se dire, mais quand est-ce qu'il va nous soulager un peu? Quand est-ce qu'il va enfin ralentir une seconde? Il ne l'a jamais fait. Donc voilà, ça c'est bon. Et il n'était pas là pour gagner, il ne s'emmerdait pas, il ne cherchait pas ça. Il cherchait à leur faire voir derrière. Voilà. Qui c'était le patron? On ne va pas discuter, on y va. Et donc voilà, voilà, et il y a ça. Et ça, Hinault était un champion absolument admirable. Parce que lui, il est allé sur tous les terrains. Sur tous les terrains. Souvenez-vous de la victoire de Hinault à Paris-Roubaix. Il gagne Paris-Roubaix magnifiquement. Il gagne la course, il franchit la ligne d'arrivée, on se précipite sur lui avec des micros et il dit cette course est une connerie. Voilà. Il dit je le sais, je l'ai gagné. Et voilà, et il dit ça derrière la ligne d'arrivée. C'est ça, hein, Michel. C'était extraordinaire, quoi. Ça, c'est des vrais tempéraments. Contador,
Il la gagne à l'issue d'un sprint un peu mouvementé, Oui, qui oui. met dans un paquet de Oui, 4-5 coureurs. il y avait Kuiper, il y avait... Kuiper qui fait 2. Ouais, qui fait 2. Il y avait... Bon, voilà, c'était un petit groupe de 5 à l'entrée du Vélodrome. Et il l'aura pas. Il y avait 2 Meyer qui étaient là aussi. Ouais. Il y avait... Voilà, Et c'était... pour quelques mètres, la victoire a failli lui échapper, parce que Philippe Bouvet, qui raconte ça dans un petit livre que Christophe Penaud a édité il y a quelques années, Philippe Bouvet, grand reporter à l'équipe, qui couvre la course. Il est breton lui aussi, il est le fils d'un Bouvet célèbre, le bulldog de Fougères, qui a roulé dans les années Anquetil et qui a tracé et qui a tracé beaucoup d'étapes du Tour de France. Donc Philippe Bouvet, grand reporter à l'équipe, voit Hinault, s'approche de lui, lui pose quelques questions, il regarde son vélo et remarque sur la roue avant une petite tache claire. Il dit, oh mais qu'est-ce que c'est sur ta roue? Il le retire, c'était un petit silex, et au moment où il retire le silex, voilà, le boyau se dégonfle. Donc pour quelques mètres sans doute, Hinault a échappé à la crevaison et il a gagné un Paris-Roubaix de manière presque surnaturelle. Ah, exceptionnel. Mais l'arrivée est merveilleuse, il leur met une pression. Oui. Wow. Là on sent le poids du champion du Ah caractère. ouais, là vraiment, c'est alors vraiment, il leur met une pression. C'est arrivé. Dans les écoles de cyclisme, il faut la regarder. Il faut regarder ça, il faut regarder son championnat du monde à Salanches. Il faut regarder ça. Il est à lui seul une école de cyclisme. Montrer ça aux gamins pour leur faire voir ce que c'est que de fabriquer une course. Comment ça se passe? Bien, on va conclure. Je vais refaire une toute petite lecture. En fait, le lien entre un autre ouvrage de Paul Fournel, Les athlètes dans leur tête, d'une succession de nouvelles, en fait. Peut-être plus explicite. Non, il s'agit de nouvelles, sur des athlètes, sur ce qui se passe dans leur tête, en gros. En gros, le titre, je crois, dit assez bien ce qu'il y a dedans. Et qu'il y avait eu un gros succès aussi au théâtre, puisque ces nouvelles avaient, tout ou partie avait été dites par... joué par André Dussolier. Ce qui nous a valu, à André et moi, une chose à laquelle nous n'avions jamais rêvé et dont nous tirons gloire, nous avons eu une page dans l'équipe. Voilà. Une grande page avec notre photo dans l'équipe. Et ça, c'était un jour de gloire. Je dois vous dire, alors, en échange de bons sentiments, mais tout à fait réels, ce livre que j'ai dévoré lorsque j'étais un plus jeune homme m'a convaincu de pouvoir... de devoir écrire sur le sport. Je vous le dis, c'est après avoir lu Les athlètes dans la tête, je me suis dit, j'étais déjà journaliste, je me suis dit, mais il faut écrire sur le sport, bien sûr. Ce type, je ne vous connaissais pas à l'époque. Il a raison, c'est ça qu'il faut faire. Je ne suis jamais arrivé à faire ce que vous avez fait, et je le reconnais très humblement, mais il est à l'origine de ma vocation. Je vous dois beaucoup, Paul Fournel. Merci. Voilà. Les athlètes dans leur tête. Quelques lignes. À 500 mètres, je sentis son souffle et il vint se placer à ma hauteur. Je n'oublierai jamais le regard qu'il me lança. Un regard glacé, tranchant, plein. Et il me posa cette question ahurissante. « T'as pas de sucre ?» Je les lui donnai. Il les engloutit et, comme il tendait la main à nouveau, je lui abandonnai une part de gâteaunerie et un fruit qu'il glissa dans la poche arrière de son maillot. Bien entendu, je ne le revis qu'après l'arrivée. Il gagna le critérium après avoir offert un festival au peloton médusé. Il volait. Et dans la 3e ascension de la côte de Rosières, il mit 3 minutes sans forcer le second. Tout le monde apprit ce jour-là que le vrai crack, c'est aussi celui qui est capable de cuver en pédalant une cuite à toucher un bataillon. Je m'en doutais déjà. Donc, si on a un petit peu suivi l'entretien, voilà, ce crack-là, c'est la seule nouvelle qui soit une histoire vraie dans le recueil et qui m'a été rapportée par le coureur qui a donné les sucres donc à Jacques Anquetil et qui était Dédé Le Dissèze. André Le Dissèze qui avait gagné Paris-Tours, qui était un très beau coureur et qui était devenu coursier spécialisé dans les livres à Paris. C'est lui qui livrait les services de presse aux journalistes, qui courait et il embauchait des cyclistes, des jeunes qui étaient en rupture de peloton et qui sillonnaient Paris et allaient déposer des services de presse dans les boîtes aux lettres de Bernard Pivot, de tous les critiques de l'époque. Et donc Dédé
comme je travaillais dans l'édition, Dédé passait souvent aux éditions prendre des bouquins, des trucs comme ça, relever les services de presse. Et c'est lui qui m'avait raconté ça, parce que comme il savait que j'avais fait du vélo avec lui, on était sortis de... Et c'est lui qui m'a raconté cette histoire du Critérium dans la Haute-Loire, où Jacques Anquetil était bourré comme un âne et devait normalement abandonner après le premier tour. Et en fait, il est resté dans le peloton pour cuver tranquillement, et il a gagné, évidemment, l'épreuve. Oui, ce récit, enfin, cette narration que vous avez faite vôtre, voilà, que vous avez vraiment digéré et écrit, Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment un art merveilleux. C'est gentil. Oui. Merci. Merci Paul Fournel, merci Michel Dalloni. Merci à vous. Moi, je tiens à remercier aussi au nom de la bibliothèque Michel Dalloni pour être parmi nous. Dans une bibliothèque, il n'y a pas mieux que des auteurs qui honorent donc cet espace-là. Malheureusement, le libraire nous a fait défaut pour une petite signature. Il ne restait que 2 titres. Si vous voulez vous précipiter, On organise le sprint. C'est le sprint. Voilà, bravo. Une signature. Et puis, en tout cas, les spectacles continuent. Clément, donc, qui reprend donc, le show ici. Et puis après, il va y avoir un concert devant la